À mes yeux, Poutine est aujourd'hui un excellent substitut au tsar. C'est pour ça qu'il peut mener une nation de 150 millions de personnes derrière lui. Allez, vers le haut. La chose la plus importante, c'est qu'ils doivent être prêts à défendre la nation. Moi, j'ai élevé mes enfants pour qu'ils soient de vrais hommes. J'ai reçu un coup de poing sur la tête. Ils m'ont menacé en me disant « On va te tuer au nom de l'Église ». Quand quelqu'un commence à se moquer des choses sacrées, eh bien on doit les défendre. Il est comme le diable, il détruit notre pays. Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive, que ce soir en Russie où Vladimir Poutine vient d'être réélu pour un 4e mandat présidentiel. Tout au long de sa campagne, il a misé sur un retour aux valeurs traditionnelles et sur la nostalgie de la toute-puissance de la Russie des tsars, mais aussi de l'ex-URSS. Dans les années 90, la Russie était un géant au pied d'argile. Aujourd'hui, elle est redevenue un interlocuteur privilégié sur la scène internationale, notamment sur le dossier turc, syrien ou encore ukrainien. C'est ce qui explique en partie la popularité du président russe, qui s'appuie sur le plan intérieur aussi sur l'Église orthodoxe, sur l'armée, mais aussi sur ses anciens amis du KGB, devenus de très riches hommes d'affaires. Entre valeurs traditionnelles et ultranationalisme, Enquête sur la Russie de Vladimir Poutine, c'est un document signé Sébastien Bardos et Guillaume Dumont pour Ligne de Front et Enquête exclusive. Un super-héros qui vient d'être réélu à la tête du pays dès le premier tour, avec plus de 76% des voix. C'était le 18 mars 2018. Le soir de sa victoire, la foule en liesse célèbre avec lui la Grande Russie éternelle. Nous restons à Moscou pour rencontrer les citoyens russes et comprendre les raisons de leur vote. Le marché Danilovski a récemment été rénové. Il est typique des marchés de la capitale d'aujourd'hui, ultra moderne, avec des produits à profusion. On ne vend pas de petits poissons, nous. C'est minimum 70 ou 90 grammes. Les produits viennent du monde entier, sauf d'Europe occidentale. En cause l'embargo européen sur les importations et exportations russes, depuis l'annexion illégale de la Crimée par Vladimir Poutine en 2014. Pourtant, il y a de tout et les prix restent abordables. Svetlana et Ludmila sont fiers de ne vendre que du Made in Russia. D'où vient la viande que vous vendez là? De Russie, près de Moscou. Vous n'avez pas souffert des sanctions occidentales, l'embargo sur l'exportation de viande vers la Russie? Non, les sanctions n'ont aucun effet sur notre commerce. Ça fait 30 ans que je viens ici et j'ai toujours autant de clients. Quel a été le plus grand mérite de Poutine? Qu'a-t-il fait de mal pour nous? Il fait tout pour nous. Il a beaucoup fait pour la Russie, on en est fiers. Nos grands-mères, à l'époque, étaient fières de Staline. Les gens l'aimaient beaucoup. Elles étaient prêtes à se sacrifier pour lui. Aujourd'hui, nous aussi, on donnerait notre vie pour Poutine. Spasiba. Спасибо. Thank you. Spasiba. Une fierté que partagent de nombreux Russes. Pour Andrei, fromager, Poutine a redressé le pays. Vous avez voté Poutine? Oui, j'ai voté pour lui. Pour quelle raison? Eh bien, c'est le seul qui ait été capable de nous garantir une vraie stabilité. Je ne suis pas un fan absolu du personnage, mais concrètement, à part lui, je ne vois personne d'autre capable d'être à son poste. J'aime aussi beaucoup sa politique extérieure. C'est-à-dire, vous aimez sa politique extérieure, vous aimez quoi? Il suffit de se souvenir dans quel état était le pays avant lui. Nous étions complètement humiliés. Convaincu, Andrei l'est aussi de la qualité de son fromage. Nous le goûtons avec gourmandise. Spasiba. Merci. Avant de découvrir que tout le monde ici n'est pas aussi à l'aise à l'idée de dévoiler ses opinions politiques. À son stand de fruits, Assad hésite à exprimer ce qu'il pense vraiment. Alors comment est la vie aujourd'hui en Russie par rapport à il y a 15 ou 20 ans? Est-ce que vous pensez que la vie s'est améliorée?
Comme on dit, tout est normal, tout va bien. Donc ça s'est pas empiré, mais ça ne s'est pas vraiment amélioré. Tout est normal, c'est tout. Vous êtes très prudent en fait, hein? Pourquoi vous êtes prudent? Vous avez peur? Non, je n'ai aucune raison d'avoir peur. Bien sûr que non. Tout est normal pour nous. Je ne sais pas ce que vous voudriez que je vous dise. Tout est normal. Ok, merci. Ça, c'est bien. Assad n'admettra rien frontalement, tandis que d'autres n'hésitent pas à exprimer leur opposition. Tatiana, ex-mannequin, a longtemps vécu à l'étranger. Elle est très remontée contre Poutine. Vous avez voté? Non, je n'ai pas voté. Je n'aime pas Poutine. Et pourquoi ça? Parce que les politiques sont corrompus. Ils nous ont soutiré de l'argent pendant des générations. À commencer par nos grands-mères. Et ils ne font rien pour le pays. Rien pour la Russie. Donc vous ne croyez plus en la Russie? Non, je ne crois plus en la Russie. Si Poutine est au pouvoir, je n'y crois pas. Et pourtant, Tatiana devra faire avec, et pour de nombreuses années encore. Poutine assume sa filiation avec une lignée de dirigeants autoritaires. Dans ce quartier du centre de Moscou, un monument a récemment été inauguré pour célébrer l'histoire de la Russie. Cette allée s'appelle l'allée des dirigeants, au cœur de Moscou. On a d'abord installé les bustes des tsars et puis il y a quelques mois à peine, les bustes des dirigeants communistes de l'ex-URSS. Parmi lesquels, évidemment, Lénine, mais aussi Staline, qui lui a succédé et qui a été responsable tout de même de 20 millions de morts à l'occasion des purges staliniennes qui ont duré des dizaines d'années. La glorification du passé, de la puissance russe, passe aussi par la réhabilitation de personnages aussi sanguinaires que Staline dans la Russie de Poutine. Dans quelques années, le buste de Poutine devrait être érigé ici, aux côtés des autres ex-dirigeants du pays. La Russie de Poutine, c'est aussi le retour aux valeurs traditionnelles, et donc à la religion. 68% de la population se déclare aujourd'hui chrétien orthodoxe. À quelques kilomètres de Moscou, le monastère de la Trinité Saint-Serge est en quelque sorte le Vatican de l'Église orthodoxe. Plus d'1 million de pèlerins viennent ici chaque année. Ce complexe religieux abrite un ensemble de 9 églises, 2 cathédrales et un séminaire. Il accueille en ce moment 700 futurs prêtres, c'est 25% de plus qu'il y a 3 ans. Comme chaque jour, les séminaristes se réunissent au réfectoire autour de grandes tablées. Au menu, en cette période de carême, la traditionnelle soupe à la betterave. D'ici quelques années, la plupart de ces séminaristes seront ordonnés prêtres. Mais avant cela, il faut aller en cours, comme tous les étudiants ordinaires. Dans cette salle de classe studieuse, c'est un cours plutôt singulier qui se tient. Schéma de calice à l'appui, Igor Mikhailov explique à ses élèves comment célébrer la messe. Vous devez faire tout cela en silence. D'abord, vous versez l'eau chaude, puis le vin dans la coupe. Ensuite, vous préparez l'encensoir. Bonjour. Bernard. Comme Saint Bernard. Et vous? Igor. Igor. Il n'y a pas de crise de vocation dans l'Église orthodoxe comme dans l'Église catholique? Comme vous pouvez le voir, nos salles de cours sont pleines. Je ne pourrais même pas compter. On a environ 2 candidats pour une place. Alors qu'en 1989, il n'y avait que 3 séminaires, aujourd'hui il y en a 40. Mais est-ce qu'on peut dire pour autant que... Vous aussi, vous pourriez entrer au séminaire. Il vous suffit de falsifier un peu vos papiers pour être assez jeune pour s'inscrire. Et puis postuler. Je suis jeune. Mais oui, vous êtes jeune. Postulez donc. Dieu vous bénisse. Merci. Parmi les étudiants, Igor, 33 ans, a accepté de nous parler de sa vocation. Le jeune séminariste vient de commencer sa formation.
Il pourra être ordonné prêtre d'ici 5 ans. Il a décidé d'entrer ici alors qu'il était à l'armée. Vous pouvez sans doute comprendre qu'en tant que militaire, on se retrouve dans certaines situations extrêmes, pendant lesquelles on comprend bien précisément la valeur de la vie humaine. Pour un séminariste et tous les futurs hommes d'église, c'est comme un futur médecin, c'est une question de vocation. Nous passons nos vies à nous occuper des autres, à être au service des autres. Est-ce que vous considérez que votre engagement religieux a un côté un peu politique dans la mesure où, actuellement, en Russie, la religion et l'État sont très proches? Poutine dit que la religion orthodoxe est un partenaire de l'État. On peut raisonner ainsi. Dans l'idéal, il devrait y avoir une forme d'harmonie entre les autorités religieuses et celles de l'État. À une époque, cette harmonie était très réelle entre nos dirigeants, nos élites et les patriarches de l'Église. C'était la situation idéale. Thank you. Thank you. Merci, merci. Merci beaucoup. Le président Poutine affiche sa foi. En retour, la hiérarchie orthodoxe appuie régulièrement le Kremlin. L'archevêque Eugénie, le recteur du séminaire, a accepté de nous recevoir. Il confirme les liens étroits entre l'Église et le pouvoir politique russe. Et Vladimir Poutine a dit lui-même à plusieurs reprises que l'Église orthodoxe était un partenaire naturel de l'État. Est-ce que vous approuvez cette assertion? Oui, absolument. D'abord, la majorité des croyants en Russie est orthodoxe. Ensuite, nous nous soucions de notre mère patrie. C'est partie intégrante de la religion orthodoxe de protéger notre patrie. C'est une tâche divine. Je voudrais d'ailleurs ajouter que depuis l'année dernière, notre enseignement ici est officiellement reconnu, puisque nos étudiants sortent désormais avec un diplôme d'État. C'est la première fois. Ça n'aurait jamais été possible il y a encore 20 ans. Et pour cause, l'allié numéro 1 de Poutine en Russie, c'est Kirill, le chef de l'Église orthodoxe. Il soutient sa politique anti-occidentale et sa défense des valeurs traditionnelles. Le patriarche Kirill, il y a 5 ans, avait appuyé de manière officielle la candidature de Vladimir Poutine à la présidence de la République. Pensez-vous vraiment que notre patriarche hésiterait à condamner le gouvernement, les ministres ou même le président si l'Église jugeait qu'ils étaient en tort? Si l'Église pensait que l'État agissait à l'encontre, par exemple, de ses valeurs morales, elle s'exprimerait. Très bien. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, vu les rapports très étroits entre le Kremlin et l'Église orthodoxe, pas le moindre nuage à l'horizon. Direction maintenant Saint-Pétersbourg, la deuxième ville de Russie et le lieu de naissance du président Poutine. Derrière les superbes façades se cache encore une grande vétusté. L'époque soviétique a laissé des traces indélébiles. Dans la Russie de Poutine, la reprise économique a oublié toute une frange de la population. C'est ainsi qu'on trouve encore plus de 100 000 appartements communautaires, appelés des communalkas, où l'on vit dans des conditions très précaires. Au numéro 6 de la rue Mira, nous visitons l'un de ces anciens grands appartements bourgeois, réquisitionnés du temps de l'URSS pour y installer plusieurs familles ouvrières par logement. Bonjour. Bonjour. Bernard. Aigle Cheguinité, 33 ans, nous accueille chez elle. Aujourd'hui, 4 familles se partagent cet appartement. Et c'est dans cette petite pièce qu'Aigle vit avec ses 2 parents. Voici mon frère, André. Et son grand frère. Comment allez-vous? Et vous vivez ici depuis combien de temps? Ma mère est née ici et avant elle, sa grand-mère vivait ici. Voilà, donc il y a un lilas et puis un lilas, c'est ça? Oui, mon père dort là, ma mère sur ce lit et mon frère a un petit espace de l'autre côté de la cloison. La vie en communalka, c'est donc une chambre par famille et le reste de l'appartement à partager. Je vais vous montrer les espaces communs. Avant, l'appartement était très spacieux. Ici, c'était un grand salon. Toutes les chambres avaient des cheminées et celle-ci était dans l'une des chambres. Et puis cette cloison n'existait tout simplement pas. Avant l'époque soviétique,
c'est un professeur de géographie fortuné qui habitait ici avec sa famille. Aujourd'hui, l'humidité a rongé les murs et les objets s'entassent, reflétant des années de cohabitation imposée. Ça, c'est la cuisine commune, alors ça, hein, c'est ça, c'est la cuisine commune pour tout le monde. Oui, et malheureusement, on n'a pas les moyens de réparer les dégâts. Nos voisins du dessus ne cessent d'inonder notre plafond. Malgré l'état de la cuisine, chaque famille y empile ses ustensiles là où il reste encore un peu de place, et même les affaires de toilette. Il faut donc bien s'organiser. Là, c'est la répartition des tâches ménagères, de qui nettoie les parties communes. En ce moment, c'est moi, du 12 mars au 8 avril. Aiglé. 12 mars, 9 avril, c'est vous qui êtes obligé de nettoyer cet espace collectif. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Okay. On le voit, la cohabitation demande souvent beaucoup de diplomatie et de compromis. Et ça, c'est la salle de bain. Oui. Pour combien de personnes? Pour 11 personnes. 11? Oui, et souvent on fait la queue. Et combien de machines à laver? 4. 4 machines, donc une par famille. Oui. Derrière la toute petite salle de bain, le père d'Aiglé prépare le thé comme tous les après-midi. Ancien ouvrier, Eugène est désormais retraité et ne perçoit qu'une maigre pension de 200 € par mois. C'est donc sa fille qui pourvoit aux besoins de la famille. Passe-moi le sucre. Aiglé est artiste peintre. Aujourd'hui, elle n'a pas les moyens d'habiter ailleurs, mais elle espère pouvoir prendre son envol bientôt. La récession des 2 dernières années, le taux de chômage et d'inflation, le gel des retraites, le président fraîchement réélu a promis de faire de ces problèmes une priorité de son nouveau mandat. Vladimir Poutine entame un 4e mandat présidentiel au cours d'une campagne qui aura plus tenu du one-man show que du pur exercice de démocratie. Cela dit, cette victoire confortable ne prémunit en rien Vladimir Poutine de quelques nuages au cours de cette nouvelle présidence. En effet, les cours du pétrole ont baissé, or l'économie russe repose beaucoup sur les cours de l'or noir, et puis les aventures telles que l'annexion de la Crimée ou encore le soutien de l'engagement militaire aux côtés de la Syrie de Bachar al-Assad coûtent cher. Il faudra donc autre chose que de simples coups de menton pour le président russe s'il veut rester durablement dans l'histoire. Voilà, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau document d'enquête exclusive. La semaine prochaine, Enquête exclusive vous fait découvrir une passion américaine, le loto. La même qu'en France, mais version XXL. C'est la cagnotte préférée des Américains. Est-ce que vous êtes prêts? Voici le Powerball. L'année dernière, un jackpot record a encore fait la une de la presse. Ce soir, le jackpot atteint presque 1,6 milliard $. Des montants qui affolent et captivent le pays. Les gagnants défilent dans des shows à l'américaine pour récupérer leur chèque. On croit tous savoir ce qu'on ferait du gros lot. Mais quand on le décroche, on reste scotché. Mais que vont-ils devenir? Comment l'argent va bouleverser leur vie? Enquête exclusive a suivi ces grands gagnants, devenus immensément riches du jour au lendemain. Richard et Marie, des anciens travailleurs sociaux. L'argent du loto, ça rend dingue. Curtin et Billy, le jeune couple qui ne se refuse rien. Aujourd'hui, c'est une super journée pour acheter une voiture qui coûte très cher. Ou encore Denis, le biker qui s'est offert la liberté. Gagner à la loterie m'a donné beaucoup de liberté. Et j'ai la même sensation quand je conduis ma moto. Mais vous verrez qu'au pays des billets verts, les défenseurs des valeurs chrétiennes refusent le loto comme religion. Si on autorise la loterie, le jeu va nous envahir. Vous allez voir des familles détruites. USA, la folie du loto, c'est la semaine prochaine, à 22h50, dans Enquête exclusive. Cette émission a été préparée avec Alice Guillamon et Vera Aguiva, réalisation plateau Mathieu Crécieux et Christophe Joly, production Fanny Rosello, rédaction en chef d'Enquête exclusive Jean-Marie Tricot et Bertrand Deveau. Bonne soirée sur M6.